Chers amis, je vous remercie pour votre invitation, puisque j'ai compris que j'étais le seul non-marocain à parler et être présent aujourd'hui. Sachez que j'ai une profonde amitié pour le Maroc et les Marocains en particulier, et que je suis particulièrement fier et honoré d'être présent aujourd'hui. Vous m'avez confié la lourde tâche de vous parler de la revascularisation des multitronculaires, mais les patients multitronculaires, c'est un sujet qui est extrêmement vaste. Et avant d'aborder la question elle-même, il faut savoir exactement à qui on s'adresse. Et dans la stratégie thérapeutique qu'on va développer, eh bien, la première question à se poser, ça va être de savoir si le patient qui va être concerné par la prise en charge, ce ne sera pas un jeune ou un vieux, mais ça sera plutôt un patient simple, un peu sur l'écran à gauche, ou alors un patient plutôt très compliqué, comme pourrait être imagé le patient qui est sur la droite. De la même façon, on va s'adresser à des lésions qui sont des lésions pluritronculaires, mais qu'est-ce que ça veut dire une lésion pluritronculaire ? Vous voyez sur ces images de coronarographie, sur l'image de gauche, vous avez une sténose courte, pas très serrée, qui serait classifiée de type A, facile d'accès à l'angioplastie, et vous aurez sur l'écran de droite la même chose, une lésion IVA, une lésion circonflexe, qui sont aussi des lésions courtes, faciles d'accès et faciles à traiter en angioplastie. Ce patient, on est d'accord, il est multitronculaire parce qu'il est porteur de lésions sur les trois axes. Il n'a strictement rien à voir avec celui-là, qui a aussi la même définition, qui est toujours un patient multitronculaire, mais chez lequel on va retrouver sur la coronaire droite une coronaire droite extrêmement difficile à traiter. Vous voyez, il y a une grosse angulation, une lésion complexe sur le segment 2, des virages nombreux, multiples et variés qui vont faire que le guide d'angioplastie, quand il va arriver à cet endroit-là, il va être captif et capté. Il va certainement avoir beaucoup de mal à aller en distalité. On va retrouver une lésion très longue, quasi subocclusive de cette IVP, une lésion longue de cette RVP. Le réseau gauche, vous voyez, c'est toujours un patient tritronculaire de la même définition que celui de tout à l'heure. Mais autant on a un beau tronc commun en coronaire gauche, autant on a une lésion quasiment de subocclusion chronique de la circonflexe moyenne, une occlusion chronique de la marginale, une lésion complexe anfractueuse, calcifiée, difficile de l'IVA, etc., etc. Là où je veux en venir, c'est que la définition du patient multitronculaire, elle est extrêmement multiple et variée. Il va bien falloir les définir un moment pour savoir ce qu'on fait. Enfin, dernière étape, c'est l'étape de la situation clinique, puisque entre un patient qui a un tracé électrique normal, comme ce que je vous montre ici, et un patient qui a un tracé électrique comme celui-là, s'ils sont tous les deux multitronculaires, la stratégie thérapeutique sera extrêmement différente entre le premier et entre le deuxième. Alors comment est-ce qu'on fait quand on a beaucoup d'options thérapeutiques ? Eh bien généralement, on essaye de trouver des outils thérapeutiques et des outils décisionnels, et on va regarder un peu ce qui se passe dans les guidelines pour nous expliquer quelle est la meilleure option thérapeutique pour nos patients. Alors dans les guidelines, on trouve tout un tas de scores qui vont nous permettre d'orienter la prise en charge et le choix thérapeutique des patients. Et le premier, qui est le plus ancien, est l'Euroscore. Vous voyez cet Euroscore, il a été développé dans les années 95. Il s'attache essentiellement à évaluer des données cliniques et non pas du tout des données anatomiques. Donc on imagine d'ores et déjà qu'il va être incomplet. Il va donner 2 tiers de répartition vers les pontages, donc 1 tiers vers l'angioplastie. Il va donner surtout des critères de mortalité opératoire, et l'expérience a montré que l'Euroscore, Euroscore, majore de beaucoup le risque de mortalité opératoire. Si bien qu'il est, comme on pourrait dire aujourd'hui en étant pseudo-moderne, has-been, et il ne doit plus être utilisé dans la stratégie thérapeutique des patients. Alors, il faut bien travailler avec quelque chose. Il y a l'Euroscore 2, qui, vous voyez, est un Euroscore un peu enrichi. Il y a un peu plus de paramètres cliniques qui entrent dans sa définition. Il est beaucoup plus récent, il date des années 2010. Et il a une répartition pour moitié-moitié vers le pontage, moitié-moitié vers l'angioplastie. Et il est un tout petit peu plus pertinent pour orienter votre choix vers le pontage ou vers l'angioplastie. Mais vous voyez, c'est des niveaux de recommandation qui ne sont pas de couleur verte. Ce n'est pas non plus très puissant.
Enfin, il y a le STS score, qui sont tous ces scores-là, des scores d'évaluation à court terme. C'est essentiellement les modes d'évaluation de nos collègues nord-américains, avec beaucoup plus de paramètres qui rentrent en ligne de compte, surtout des paramètres cliniques, mais il n'y a que 2 paramètres anatomiques. Vous voyez que c'est surtout une population de patients pris en charge par pontage et qui est relativement ancienne, avec la capacité d'orienter correctement vos patients vers les pontages, mais pas du tout d'orienter vers l'angioplastie. Donc en termes de stratification du risque du patient lui-même, on a des outils certes, mais il reste extrêmement critiquable. Vous voyez, aucun d'eux n'est totalement satisfaisant, ni performant, ni pertinent. Pour l'évaluation à plus long terme, c'est essentiellement une évaluation de nature anatomique. Vous voyez, le premier critère, c'est le critère syntaxe, qui n'avait rentré aucun critère clinique et qui n'a rentré que des critères anatomiques, qui a une recommandation de niveau 1 pour l'orientation vers les pontages et vers les angioplasties, mais l'évaluation de syntaxe sur sa première version est très mauvaise parce qu'il y a une grande variabilité inter-observateur. C'est-à-dire que vous allez prendre un de vos collègues vous-même, vous allez évaluer les lésions de coronarographie, et il y en a un qui va trouver des lésions catastrophiques avec un syntax score élevé, et celui juste à côté trouvera des lésions beaucoup moins inquiétantes, donc ça n'est pas reproductif, ça n'est pas bon. On peut enrichir les choses avec le logistique syntaxe qui, comme vous le voyez, comporte toujours les mêmes critères anatomiques, mais on y rajoute des critères cliniques que sont l'âge, la fonction VG et la fonction rénale. Vous voyez que ce sont surtout des patients orientés vers l'angioplastie, et donc ça va permettre de poser correctement une indication de pontage, mais pas d'orienter vraiment vers une indication d'angioplastie, mais pas d'orienter réellement vers le pontage. Le dernier qui est sorti, c'est le syntax 2. Vous voyez qu'ils sont rajoutés d'autres critères cliniques que sont le diabète, l'artérite des membres inférieurs, etc. C'est une vraie population mixte de patients pontés et de patients dilatés. Là, le niveau de recommandation commence à être un tout petit peu acceptable pour orienter vers l'angioplastie ou vers la chirurgie, mais ça s'oriente essentiellement, et c'est tant mieux pour nous parce que c'est le sujet de ce soir, vers des patients plus sévères et plus complexes. C'est soit des tritronculaires, soit des patients porteurs d'un tronc commun coronaire gauche. Ainsi, vous l'avez vu, tous ces éléments qui vont permettre d'orienter la prise en charge des patients sont des outils diagnostiques, mais qui sont tous critiquables, puisque dans ces différents outils, vous voyez qu'on a évalué différents endpoints, différents patients, différents types de revascularisation, et qu'on a fait l'impasse sur tout un tas de choses qui sont importantes quand on oriente vers la chirurgie nos patients, que sont la fragilité des patients, l'aorte porcelaine, etc. Si bien qu'en conclusion, de ces outils décisionnels, on retrouve un jugement de bon sens qui est que la clinique et la discussion entre collègues restent la meilleure chose. Et donc, c'est le prémisse et l'installation du fameux Heart Team qui va présider à la décision thérapeutique finale des patients. Deuxième question à résoudre, c'est qu'est-ce qu'est réellement une lésion? Alors, certains d'entre nous pourront dire qu'il y a une lésion très serrée sur l'image de gauche. Honnêtement, personnellement, je n'y crois pas. Pour moi, c'est une plaque qui est tout à fait anecdotique et qui ne justifie de rien. On aura à droite une lésion qui est plus serrée, qui est très certainement responsable d'une ischémie myocardique. Encore faut-il le démontrer. Et donc, un patient est tritronculaire quand il a les trois troncs atteint et que l'atteinte de ces troncs entraîne une ischémie myocardique dans les 3 troncs. Nous sommes bien d'accord. Le fait d'avoir un athérome coronarien non sténosant ne rend pas un patient tritronculaire s'il a un athérome infiltrant sur les 3 axes. Comment résoudre cette question? Parce qu'il y a une nouvelle question. Il va falloir évaluer tout ceci. Eh bien, on peut reprendre les données de l'étude FAME, qui est une étude qui évalue la FFR. Et la FFR vise à évaluer en cours de procédure de choro, juste avant l'angioplastie, si la lésion qu'on s'apprête à attaquer est une lésion qui justifie d'une angioplastie ou d'un pontage, ou alors pas du tout. C'est une étude qui avait enrôlé des patients mono, bi et tritronculaires, comme vous voyez écrit ici, pour lesquels on s'était dit, ils sont sévères, on va les dilater. Et on les a répartis en 2 groupes. Le premier groupe qui a eu une FFR sur toutes les lésions jugées responsables d'une ischémie, donc qui se prêtait à une angioplastie. Et vous voyez qu'on se répartit en 2 groupes. Il y a le groupe qui va avoir une angioplastie, PCI et un traitement médical, et le groupe qui n'aura qu'un traitement médical parce que la FFR est négative, c'est-à-dire que chez des patients pour lesquels on s'était dit il est porteur de lésions sévères, il faut le traiter, on va se rendre compte que certains d'entre eux ne sont pas à traiter.
De la même façon, alors que c'est une étude qui partait pour faire une angioplastie avec du stent actif, vous voyez qu'il y a sur ce pool de patients-là, alors qu'on était persuadé qu'on allait les dilater, un certain nombre de patients qui ont des FFR qui sont négatives sur l'ensemble des artères, c'est-à-dire qu'on s'apprêtait à les dilater, en fait il n'y en a pas besoin, et plutôt que de les mettre à la poubelle, on va les suivre, on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que ça donne sur l'endpoint primaire? Alors vous voyez la courbe verte, c'est registry, c'est-à-dire les patients qui n'ont pas besoin d'être traités. Vous avez de façon très superposable la courbe avec PCI, c'est les gens qui ont une angioplastie, un traitement médical optimal, c'est-à-dire que ce sont des gens pour lesquels on a fait la démonstration d'une ischémie qu'on va stenter et dont on va suivre l'évolution. Et vous voyez que les gens qui sont dilatés, stentés versus les gens qui n'avaient pas besoin d'angioplastie ont le même pronostic évolutif, c'est-à-dire qu'on a remis à zéro le compteur de la sténose pour les gens qui étaient porteurs d'une sténose. Par contre, les gens qui étaient porteurs d'une sténose et qu'on n'a pas dilaté, qu'on n'a pas stenté, vous voyez que l'incidence cumulative des événements primaires est beaucoup plus importante, ce qui tend à orienter vers la prise en charge invasive et donc à traiter les patients, ce qui veut dire aussi que, avant de traiter une lésion, il faut être bien certain que cette lésion elle justifie d'un traitement. On a différentes courbes, alors le fait de dilater un patient, ça ne préserve pas de la survenue d'un infarctus du myocarde. Vous voyez, les trois courbes sont bien superposables. Par contre, en termes de revascularisation urgente, c'est-à-dire un patient qui va revenir vous voir en consultation pour vous dire « vous m'avez déjà traité, mais j'ai toujours de l'angor », donc il va rentrer dans le cadre de la revascularisation urgente. Ça ne veut pas forcément dire qu'il fait un SCA. Vous voyez que les courbes d'angioplastie et les courbes de patients qui n'avaient pas besoin d'angioplastie sont très superposées. Par contre, les gens qui avaient besoin d'une angioplastie et qui n'ont pas été dilatés ont beaucoup plus d'événements que les autres. Donc, a priori, il faut les dilater. Tout ceci, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand des gens ont une coronaropathie stable et qu'ils ont des lésions coronaires sévères évaluées par la FFR qui vous dit il faut les traiter, eh bien le fait de les traiter, ça va diminuer le taux essentiellement de revascularisation urgente et donc de MACE. Par contre, chez les gens qui n'ont pas d'ischémie, il n'y a pas besoin de les traiter ni par angioplastie ni par pontage, c'est le traitement médical qui s'impose chez eux. Dès lors, on a pu un peu cibler les populations qu'on va avoir à traiter, la prise en charge de ces patients, et donc on va la dichotomiser en deux parties, ceux qui ont un angor stable et ceux qui ont un angor de type ST+. Les patients, quand on a un angor stable, les vieilles études, qui sont un peu dépassées aujourd'hui, mais c'est toujours intéressant de voir ce que nous racontait l'histoire, vous voyez, qui s'adressaient à des patients qui étaient stentés avec des BMS, nous ont montré sur des méta-analyses de très nombreux patients, c'est paru en 2009, que la sous-population de patients qui tirent essentiellement bénéfice d'une revascularisation, c'est les patients diabétiques. Fort heureusement, ça finit par appuyer la notion qu'on avait tous. Ce sont plutôt les sujets âgés et qui vont tirer bénéfice d'une revascularisation, mais essentiellement dans le groupe de pontage. Vous voyez, c'est vers le pontage que tire le diabète et les sujets âgés. Par contre, la dysfonction VG n'est pas un paramètre qui ressort à l'époque de cette méta-analyse, probablement parce que c'était des modes de revascularisation chirurgicale non optimales, avec probablement une revascularisation incomplète, probablement beaucoup de greffons safène, de la même façon qu'on utilisait des stents nus et pas des stents actifs. Au jour d'aujourd'hui, on est très axé sur les stents actifs, même si à mon avis, on pourra en discuter, on en pose beaucoup trop. Et pour répondre à la question de savoir quelle est la meilleure orientation entre angioplastie et pontage, la première chose à faire est de regarder encore une fois les résultats des méta-analyses qui n'apportent pas de réponse claire et définitive, mais qui donnent une très bonne orientation de la réponse à la question qu'on se pose. On va prendre donc cette méta-analyse qui comporte différents types d'études. Ça, ce sont des vieilles études, c'est des études qui ont eu cours quand j'étais encore interne et jeune étudiant. C'est les études HART, SOS, etc. Et puis vous avez des études qui sont un cross-match entre différents types de stents nus et de stents actifs. Et vous avez en rouge des études qui sont uniquement des études de stents actifs. Et ces méta-analyses entre angioplastie et pontage, qu'est-ce qu'elles vont nous montrer? Eh bien, vous voyez, on va avoir sur le côté gauche l'apparition de barres graphes qui seront plutôt en faveur des pontages, plutôt en faveur de l'angioplastie du côté droit. Ils vont être tous répartis de la même façon. On va retrouver les bénéfices de chaque étude et là c'est le paramètre mortalité globale qu'on va étudier. Et vous voyez qu'il y a une vraie tendance chez les patients tritronculaires au bénéfice de la chirurgie versus l'angioplastie. Et quand on fait la somme de toutes ces études, le bénéfice il est largement significatif en faveur de la chirurgie pour les patients tritronculaires. On va regarder d'autres critères. Le critère suivant, c'est le critère infarctus du myocarde qui est marqué ici. Ça s'exprime toujours de la même façon. Bien, vous voyez, pour l'infarctus du myocarde, encore une fois, c'est le pontage qui tire vers lui le bénéfice de prise en charge des patients. Et la différence de cette méta-analyse et de la somme de la méta-analyse, est tout à fait en faveur du pontage de façon non discutable.
Alors, on a beaucoup décrié la chirurgie cardiaque en termes d'accidents vasculaires cérébraux. Vous pouvez imaginer comment vont se répartir les paragraphes désormais. Ils seront un peu moins à l'avantage de la chirurgie, mais ils ne sont pas si clairement explosifs que ça pour l'angioplastie. Et vous voyez que quand on fait la somme de tout et qu'on regarde un petit peu la valeur de l'écart type, on est en plein milieu sur la ligne de 1. Donc la différence est une tendance, mais elle n'est pas significative. Donc on ne peut pas dire qu'il y a de façon définitive moins d'AVC que en chirurgie qu'en angioplastie. Enfin, quand on regarde les nécessités de nouvelles revascularisations, du fait du coût de la resténose, bien entendu, on imagine ce que ça va donner. On est encore une fois en faveur du pontage. Et donc, chez les patients tritronculaires, dans cette méta-analyse, on est clairement positionné pour orienter les gens vers la chirurgie. Pour les mails, c'est exactement pareil. Je vais passer un tout petit peu plus vite. Alors, une fois qu'on a vu les méta-analyses, on va voir les études randomisées qui finissent généralement par appuyer et valider les concepts des méta-analyses. Et la première que je vous propose, c'est l'étude de Syntax, mais Syntax version tronc commun et patient tritronculaire. On va voir un petit peu quels sont les résultats. Et vous voyez que quand on cumule des patients tritronculaires plus porteurs de tronc commun, eh bien, entre la chirurgie et l'angioplastie, pour la mortalité toute cause, il n'y a aucune différence entre les deux. Probablement du fait de la présence de tronc commun et de tronc commun peu sévère. Vous voyez que quand on s'intéresse à l'item revascularisation répétée, clairement l'angioplastie paye un lourd tribut du fait de la resténose, au bénéfice encore une fois du pontage. Et de la même façon, quand on cumule les événements cardiaques majeurs plus les strokes, vous voyez que le surrisque de stroke dont on afflige généralement les pontages ne retire pas la courbe vers celle de l'angioplastie et que donc il y a toujours un bénéfice à proposer chez le patient tritronculaire ou porteur d'un tronc commun lorsqu'on veut réduire l'item événement cardiaque majeur ou accident vasculaire cérébral à l'adresser vers le pontage. Vous avez vu, ça a réduit un petit peu. On a abandonné les patients porteurs d'un tronc commun. On va s'intéresser exclusivement aux patients tritronculaires, toujours dans Syntax. C'est un autre sous-groupe. Et c'est intéressant de regarder un petit peu les données. Vous voyez, c'est du pontage, mais c'est du pontage non optimal. C'est du pontage avec une revascularisation complète par des greffons artériels uniquement dans 17% des cas. On utilise une mammaire interne droite plus gauche dans moins de 1/3 des cas. Vous voyez qu'il y a encore pas mal de greffons veineux qui sont utilisés. Ce sont des patients tritronculaires, il n'y a que 3,4 en moyenne anastomose réalisée. Et donc le corollaire de tout ça, c'est qu'on va se retrouver avec un taux de revascularisation incomplète non négligeable. Mais on a exactement la même chose dans le groupe angioplastie, donc on va pouvoir comparer un petit peu les choses. Donc patient tritronculaire stable entre pontage et angioplastie. Bien, vous voyez, vous avez la courbe bleue d'évolution et des événements pour les pontages, la courbe jaune pour l'angioplastie. Vous voyez qu'il y a encore une fois un clair bénéfice à la prise en charge par pontage de ces patients dans Syntax. On retrouve la même chose avec un petit P significatif, donc c'est statistiquement appuyé pour toute cause de mortalité. On retrouve la même chose pour l'infarctus du myocarde et on retrouve la même chose pour les nouvelles revascularisations. Donc Syntax a appuyé le point sur le fait que, eh bien, il y a encore une place pour les pontages chez les patients tritronculaires. Alors, vous savez, Syntax a permis de classifier 3 types de patients, les patients à risque faible, à risque intermédiaire et à risque important. Et on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe selon cette répartition. Le cut point, vous voyez, c'est 22 et 33. Moins de 22, c'est à faible risque. Plus de 33, c'est à haut risque. Et vous voyez, quand on regarde un petit peu toujours entre pontage en bleu et angioplastie en jaune, la survenue de Males, il n'y a pas de différence significative quand on est dans les faibles niveaux de risque. Donc ça sera à garder à l'esprit pour traiter les patients. Par contre, pour des patients dont le niveau de risque est intermédiaire ou élevé, eh bien encore une fois, il y a moins d'événements dans le pontage que dans l'angioplastie. Et ça, c'est significatif. Est-ce que ça se répète et se reproduit pour les autres items? Exactement. Toute cause de mortalité, vous voyez exactement le même résultat. C'est identique entre les deux pour les faibles scores. Il y a une différence au bénéfice du pontage pour les scores intermédiaires et les scores hauts. On va retrouver la même chose pour l'item infarctus du myocarde. On va retrouver exactement la même chose pour l'item revascularisation répétée. Alors, que nous disent les guidelines pour la prise en charge de nos patients? Je vous ai fait apparaître petit à petit les indications pour que ce soit un tout petit peu plus lisible. Eh bien, essentiellement, la bonne place de l'angioplastie, c'est plutôt les lésions simples. Vous voyez, c'est une ou deux lésions
qui ne comportent pas l'IVA proximale, parce qu'on a dit il y a très longtemps que l'IVA proximale était une lésion éligible plutôt au pontage, et qu'à l'avènement des stents actifs, c'était essentiellement une lésion éligible à un stent actif. Vous voyez les gens qui ont une lésion, un seul vaisseau ou deux vaisseaux, mais c'est pas tout à fait notre propos, c'est plutôt l'angioplastie. On retrouve probablement à cause de ce qu'on voyait sur l'absence de différence en termes de mortalité sur le tronc commun, le fait qu'un tronc commun à faible niveau de risque, il peut se faire dilater, et que chez les patients tritronculaires dont le score syntaxe est bas, c'est les premières images de cohorte que je vous ai montrées tout à l'heure, on peut les dilater. Sinon, tout le reste, c'est plutôt de l'apanage de la prise en charge par pontage. Vous voyez, on peut se permettre de faire un tronc commun dont le niveau de risque est intermédiaire, mais ça reste discutable. La prise en charge d'une IVA proximale, c'est plutôt pas en chirurgie. Et par contre, tout ce qui est patient qui nous concerne préférentiellement ce soir, c'est-à-dire les patients tritronculaires, vous voyez, il y a beaucoup plus de rouge dans le groupe angioplastie que de vert. Donc ça reste essentiellement une indication chirurgicale. Alors, au-delà des patients qui sont porteurs d'un angor stable, on va changer totalement de catégorie. On va voir un petit peu quelle est la prise en charge à préconiser pour les gens qui souffrent d'un STEMI. Alors, est-ce que les STEMI, c'est quelque chose qui se rapporte souvent à des patients bi- ou multitronculaires, ou est-ce que ça ne se rapporte qu'à des patients monotronculaires? Eh bien, contrairement à ce qu'on peut imaginer, vous voyez, entre les patients bi- et tritronculaires, il y a quasiment un tiers des gens qui vont venir pour un syndrome coronaire aigu ST+, avec une artère bouchée, qui sont des patients multitronculaires, qui vont devoir être gérés comme tels par derrière, et donc ça a une importance particulière. Est-ce que le fait d'être multitronculaire, ça a une incidence pronostique ou est-ce qu'on peut s'en fiche? En fait, pas du tout. Il ne faut pas du tout s'asseoir dessus parce que vous voyez que les gens qui ont une atteinte monotronculaire quand ils font un STEMI, ils ont un pronostic évolutif à 3,2 au bout de 12 mois, à 4,4 de mortalité à 1 an quand ils sont bitronculaires. Par contre, la mortalité, elle double quand ils sont tritronculaires. Donc c'est une vraie population à risque, une vraie population particulière. Toujours de la même façon, pour essayer de répondre à la question comment on va prendre en charge ces patients, on va tout d'abord regarder les résultats de méta-analyse et on verra les résultats d'études par la suite. Et pour savoir comment prendre en charge ces patients qui ont plusieurs lésions, on va cumuler plusieurs études. On peut prendre des études qui vont ne traiter que l'artère responsable de l'infarctus. On peut prendre des études qui vont dilater les différentes lésions de façon étagée, c'est-à-dire je prends en charge mon ST+ aujourd'hui et je m'occupe des autres lésions quelques jours après, ou alors on peut avoir des excités de l'angioplastie qui vont prendre en charge au moment où le patient arrive la totalité des lésions, quel que soit l'état clinique du patient, puisqu'on fera abstraction bien entendu de l'état de choc cardiogénique. Qu'est-ce que ça montre tout ça? Eh bien, quand vous regardez la mortalité à court terme, entre on ne traite que la lésion responsable et on s'excite à tout traiter, vous voyez qu'il y a un réel bénéfice à ne traiter que la lésion responsable et surtout ne pas attaquer toutes les lésions. Quand on va regarder la prise en charge que de la lésion responsable de l'infarctus et les angioplasties étagées, c'est-à-dire dans un second temps, je traite le reste, vous voyez qu'il y a un réel bénéfice sur la mortalité à court terme à traiter toutes les lésions, mais dans un second temps. Quand on va comparer, je m'excite et je traite tout dans le même temps opératoire versus je prends le temps de reprendre le patient secondairement pour tout traiter, encore une fois en mortalité à court terme, il y a un bénéfice à l'angioplastie étagée, c'est-à-dire en 2 temps. On va regarder, si vous le voulez bien, ce qu'on a comme résultat, non plus pour la mortalité à court terme, mais à long terme. Vous allez voir, ce sont les mêmes barres graphes et on va voir exactement les mêmes résultats. Il vaut mieux ne traiter que la lésion responsable versus tout traiter dans le même temps opératoire. Il vaut mieux proposer au patient une angioplastie étagée de toutes les lésions versus ne traiter que la lésion responsable. Et il vaut mieux, bien sûr, traiter toutes ces lésions en 2 temps plutôt que de tout dilater dans le même temps opératoire. Ainsi, ces éléments, qui ne sont pas encore pris en charge et pris en compte dans les guidelines, orientent la prise en charge vers l'angioplastie multiple, mais dans une stratégie programmée en plusieurs temps, de façon, en résumé, à laisser respirer le myocarde qui vient de faire son infarctus avant d'envisager une angioplastie sur les autres artères. Une fois qu'on a vu les méta-analyses, on va voir les études randomisées. Et la principale qui est sortie, il y en a d'autres, on pourrait en discuter, mais je vous ai ressorti les données de PRAMI. Vous avez tous vu les résultats de PRAMI, qui est publié il y a quelque temps, et qui prenait en charge des patients qui souffraient d'un syndrome coronaire aigu, randomisés comme étant patients pluritronculaires après le succès de la première angioplastie, en 2 bras, je traite toutes les lésions, ou alors je ne traite pas toutes les lésions, et on va voir quel est le pronostic évolutif de ces patients. Alors sur cette courbe évolutive de primary endpoint, vous voyez qu'à 3 ans, il y a une différence entre la courbe bleue et la courbe rouge, et cette différence est significative.
Et donc la question est de savoir, est-ce que le bénéfice se fait pour les patients qui n'ont eu le traitement que de l'artère responsable, ou alors est-ce que le bénéfice se fait pour les patients qui ont eu le traitement de toutes les artères? Eh bien, vous voyez, il y a moins d'événements quand on fait de l'angioplastie préventive, c'est-à-dire quand on dilate toutes les lésions, que quand on ne fait pas d'angioplastie préventive, et vous voyez que le delta et le hiatus entre les deux s'expriment très rapidement et très fortement. Il faut donc, chez un patient tritronculaire qu'on a traité par angioplastie, envisager par angioplastie, de traiter les lésions par derrière. C'est intéressant aussi de regarder les données. Vous voyez, dans le sous-groupe de patients qui n'a pas eu d'angioplastie dite préventive, on a beaucoup plus d'événements de type primary endpoint. Vous voyez qu'on aura aussi beaucoup plus de nouvelles revascularisations derrière, et cette différence est largement significative. Que nous donnent les recommandations? Eh bien, les recommandations, c'est en situation de stémie, on s'excite à revasculariser le myocarde qui souffre et à recanaliser la lésion responsable de l'infarctus. Les stratégies complémentaires qui vont derrière, celles qu'il faut surtout ne pas faire, c'est l'angioplastie multiple, c'est-à-dire se dire, bon, les autres lésions sont faciles, on est en début d'après-midi, je suis en forme, j'ai pas grand-chose à faire derrière, je vais attaquer les autres lésions. En dehors du choc cardiogénique, qui est vraiment une indication différente, il faut s'abstenir de cette stratégie, il faut surtout ne pas toucher les lésions. On peut se dire qu'on va ne traiter que la lésion responsable et puis laisser les autres lésions, mais ce n'est pas une bonne stratégie. Vous avez vu, probablement que dans les révisions de guidelines qui vont arriver plus tard, cette stratégie ne sera pas recommandée. Et la stratégie qui va venir, et qui est certainement celle qui sera préconisée pour l'avenir, c'est l'angioplastie étagée, c'est-à-dire je traite mon artère et je reprends le patient au cours de la même hospitalisation ou au cours d'une deuxième hospitalisation programmée pour compléter la revascularisation. Je vous disais donc que les guidelines sont un tout petit peu en retard. Vous voyez, les guidelines nord-américaines nous disent qu'on ne peut faire d'angioplastie des artères qui ne sont pas responsables de l'infarctus que chez les gens qui ont des symptômes au cours de l'hospitalisation ou qui souffrent d'ischémie myocardique documentée. Et on peut retenir comme raisonnable l'angioplastie d'une artère qui n'est pas responsable d'un infarctus quand on a fait des tests de provocation d'ischémie ou alors quand on a fait une FFR. Ce que nous dit la Société européenne de cardio, c'est ce que je vous ai dit jusqu'à présent, c'est qu'on peut faire de l'angioplastie multiple uniquement dans la situation du choc cardiogénique et que l'angioplastie étagée doit être guidée par la démonstration et la mise en évidence de symptômes ou de souffrances chez les patients. En conclusion, vous avez vu, eh bien, il y a deux typologies différentes de patients et on réfléchit de façon tout à fait différente entre ces deux patients. Il y a le patient qui est en angor stable ou équivalent d'angor stable pour lequel on a le temps de se poser et de réfléchir. Ce patient, on doit utiliser, mais pas uniquement se fier à ça, les différents scores de risque qui sont anatomiques ou cliniques. Et quand on a des résultats qui sont pas totalement probants ou qui prêtent à discussion, il faut absolument discuter les dossiers en heart team avec un chirurgien, un clinicien, un coronarographiste angioplasticien et également un anesthésiste qui va vous donner son sentiment. Vous avez vu, je suis angioplasticien, mais je vous le dis et je vous le marque, chez ces patients tritronculaires en situation stable, c'est quand même une bonne démonstration qui est faite de la place et de la suprématie du pontage versus l'angioplastie, à condition bien sûr que le pontage soit un pontage optimisé avec du, si possible, complet et si possible, plus artériel possible. Et donc l'optimisation, elle est marquée là. Il faut que la revascularisation soit la plus complète possible et qu'elle utilise le plus de greffons artériels. À l'inverse, et ça n'a rien à voir comme situation clinique, c'est le patient qui souffre d'un stémie, on va le mettre sur la table, on va le déboucher, on va faire une angioplastie complémentaire après une fibrinolyse. Là, il y a une vraie place de l'angioplastie qui supplante le pontage. Vous savez que faire des pontages, c'est quelqu'un qui vient d'être dilaté. C'est pas franchement une bonne situation. Bien entendu, si on envisage de le dilater, il faudra faire une revascularisation complète, mais une revascularisation complète, ça ne veut pas dire dilater tout ce qui fait plaisir à l'angioplasticien parce qu'il a l'impression que c'est serré. Ça veut dire qu'il faut faire une démonstration de la souffrance dans ce territoire, soit de façon invasive avec un OCT, un IVUS, même si c'est pas fait pour ça, ou une FFR, soit de façon non invasive avec ce que vous voulez, une écho de stress, une IRM de stress, une épreuve d'effort, j'en passe et des meilleurs. Et bien sûr, cette revascularisation, elle doit être complète et elle doit absolument être réalisée en 2 temps. Je termine en vous disant que j'ai pris beaucoup de plaisir à assister à vos ateliers aujourd'hui, que j'ai trouvé extrêmement enrichissant. J'ai appris honnêtement beaucoup de choses sur la journée que j'ai passée avec vous.
Vous êtes beaucoup plus dynamique que les groupes français de cardiologie et je vous en félicite. Je participe à l'organisation d'un congrès de cardio interventionnel, purement interventionnel, qui s'appelle le GRCI. Je vous invite au congrès qui est en décembre prochain à Paris. Si vous avez des difficultés à trouver les coordonnées ou à vous faire inscrire, je vous donne mon mail, à n'utiliser bien sûr qu'avec parcimonie et pour ça. Et je vous remercie pour votre accueil.